Bonjour à tous. Euh, on va commencer cette vidéo. Désolé pour ces quelques minutes de retard. Et cette vidéo est intitulée L'affaire Tariq Ramadan et ce qu'elle nous dit de la communauté musulmane française aujourd'hui. Donc, vous êtes peut-être au courant maintenant, puisque ça fait la une des journaux depuis plusieurs jours. Aujourd'hui même, il y a eu des fuites, des déclarations de la présumée victime Enda Ayari concernant donc ces accusations de viol, d'agression sexuelle, d'intimidation, etc. Et il y a eu beaucoup de réactions, beaucoup de réactions sur le net, sur les réseaux sociaux. Et en fait, à vrai dire, moi ce qui me choque le plus, c'est pas Tariq Ramadan et ce qu'il fait. D'ailleurs, logiquement, ça devrait peu nous intéresser tout ça, s'il n'était pas théologien, s'il n'était pas prédicateur, s'il ne représentait pas la religion, etc., etc. En fait, il ne représente que lui-même, comme toujours, chaque être humain sur Terre ne représente que lui-même. Et en fait, ce que je voulais dire dans cette vidéo, c'est que on fait un article pour parler d'un fait divers, d'une plainte qui a été déposée au commissariat à Rouen. Cette plainte, elle a été acceptée par le parquet, elle a été transmise au parquet de Paris. La personne, la présumée victime, a été entendue pendant 6 heures. On ne peut pas ne pas en parler, ça n'existe pas. C'est impossible, ça n'a aucun sens. En prenant toutes les précautions, bien sûr. Bien sûr qu'il est présumé innocent, ça c'est évident, jusqu'à preuve du contraire. Sauf que malheureusement, ce qui va suivre dans cette vidéo va vous démontrer que même s'il était condamné, coupable, en première instance, en appel, en cassation, etc., vous n'accepterez jamais les pom-pom girls de Tariq Ramadan. Parce que vous êtes des malades mentaux, c'est de la psychiatrie. Je vais vous résumer ce que je veux dire par là avec ce post Facebook d'une certaine Najat Riani, avec comme avatar Hasbi Allah quelque chose, un truc coranique au moins de l'arabe, quoi. Que ce soit vrai ou pas, je m'en balance. Déjà. Ah, bon, les fautes d'orthographe, j'en parle pas. Hein. Les fautes de ponctuation, c'est dingue, hein, mais bon. Ça doit se régler entre eux ou auprès des juridictions compétentes. Coupable ou pas, ça ne lui enlève pas son savoir, son talent oratoire. Sa sphère privée ne m'intéresse aucunement, j'y suis pas dedans. Donc, à quel moment cette personne s'est autorisée, s'est donné le droit de répondre et de déblatérer autant d'âneries? C'est violent, c'est extrêmement violent. C'est sa sphère privée, c'est... Eh ben non, c'est pas sa sphère privée. Enfin, un viol, c'est pas privé, c'est sur une personne... c'est grave, c'est un crime. Pas sa sphère privée. Et quand bien même, ce serait même pas un viol, ce serait juste des relations... Ben, il y a une personne qui s'en plaint, enfin, il faudrait que le monde le sache, non? C'est important, c'est peut-être que, ne serait-ce que pour le fait qu'il n'y ait pas d'autres... Enfin, que les gens fassent attention. Mais bon, avant d'aller plus profondément dans ce sujet-là, je voulais revenir sur l'affaire Tariq Ramadan en elle-même. Bon, je vais pas vous le cacher, je l'ai déjà dit, puisque j'en ai parlé sur le site depuis quelques années maintenant, depuis 2013-2014. Personnellement, j'ai reçu au moins 4 témoignages de femmes différentes qui ont toutes raconté la même histoire que Enda Ayari, toutes, sans exception. Femmes divorcées, en difficulté, un enfant très culpabilisé par le divorce, etc., très instable. Elles étaient en pleurs, mais en pleurs au téléphone. Je ne savais pas trop quoi en faire, moi, de ces témoignages. Comme je critiquais les positions politiques, idéologiques de Tariq Ramadan, ce qui est excessivement rare, ça n'existe pas dans la sphère francophone, quasiment. Il doit y avoir 2 ou 3 personnes qui le font, et c'est tout. Et c'est très peu par rapport à la position qu'il a. Donc je leur ai demandé de témoigner, de déposer plainte, de témoigner, avec ça à faire. Même Alain Soral,
qui était tombé pour l'affaire Binti, qui a été condamné pour harcèlement, etc. C'est quasiment les mêmes faits, là, on parle des mêmes faits. Il m'avait appelé, c'est une des rares fois, je crois que c'est la seule fois de sa vie qui m'appelle, ou peut-être deux fois, mais, où il m'a donné le nom d'une jeune fille, parce qu'il voulait que je balance ça sur Internet, etc., ce que je n'ai pas fait, bien sûr, parce qu'il voulait se venger de Tariq Ramadan. Et en fait, c'est des femmes totalement différentes, à des moments différents, qui racontent toute la même histoire. Vous avez aussi des faits quand même assez troublants, les audios, les enregistrements audio de messages vocaux dans lesquels c'est extrêmement vulgaire et violent. Ça se voit qu'il ne parle pas trop à sa femme. On a la photo à l'hôtel en calbar, assis au bord du lit, en train de trifouiller son smartphone, et il y a quelqu'un qui le photographie, on imagine que c'est ni sa fille ni sa femme. Très douteuse photo, etc., etc. Donc moi, à la rigueur, je compte pas ma position, enfin mon avis, je l'ai, il m'appartient, je sais quoi penser de tout ça. Ce qui m'intéresse par contre, c'est les positionnements politiques, idéologiques, religieux de Tariq Ramadan. Et on va y revenir rapidement en quelques mots, et vous allez voir que ce type, il n'est pas musulman, il n'est pas théologien, et il n'est pas islamologue, orientaliste. C'est un orientaliste de pacotille. C'est un gars qui a voulu faire foot jusqu'à l'âge de 17 ans et qui a arrêté le foot parce qu'il a eu une blessure. Il a fait une thèse sur Nietzsche. Il n'a aucune formation théologique, aucune. Quand je parle de formation théologique, de alim, de sheikh, c'est de la petite enfance. Il parle pas correctement l'arabe. Il a un très mauvais accent en arabe. Et ça, c'est inconcevable. C'est inconcevable. Il a un accent à couper du béton armé. Et c'est pas concevable pour un cheikh. Moi, je l'ai vu en conférence je l'ai vu de mes yeux, et je me suis retourné chez un copain, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il raconte là? Il a fait une faute dans la citation d'un verset. C'était une faute, il s'est planté. Je dis, c'est quand même choquant de sa part. D'ailleurs, à l'époque, j'étais choqué, et j'en avais parlé à mon ami, que je salue, là, qui va reconnaître cette situation. C'est que toutes les filles, elles voulaient prendre des photos avec lui. C'était une star c'était un genre de Justin Bieber. C'est excessivement malsain. Mais ça, c'est pas de sa faute, hein. Enfin, il devrait refuser. Mais c'est pas trop de sa faute non plus. C'est la faute des gens. C'est quand même choquant. Vous imaginez, à une époque, je sais pas, des grands ulama au bled, vous allez faire une photo avec lui comme ça, un grand cheikh, ça va pas ou quoi? Ça vous viendrait même pas à l'esprit de faire ça. Ça se fait pas, ça. C'est débile. C'est absurde. Tout ça pour aller l'envoyer sur Snap et sur Facebook. Mais non, mais vous êtes malade. Bref. Donc, voici mon témoignage sur Tariq Ramadan au niveau de toutes ces femmes qui sont toutes terrorisées, qui ont reçu des menaces graves. Mais ça, on a l'habitude. Moi-même, j'ai reçu beaucoup de menaces. Il y a un article sur le site lelibepenseur.org qui est titré « Les pom-pom girls de Tariq Ramadan attaquent », un truc comme ça, et où j'ai reçu un message d'un type qui nous expliquait que s'il me rencontrait dans la rue, qu'il allait me taper. D'ailleurs, c'est exactement les mêmes menaces que la secte d'Alain Soral. C'est toujours pareil. En fait, on a affaire à un comportement sectaire qui n'a strictement rien à voir avec l'islam, qui n'a strictement rien à voir avec la civilisation et avec l'intellect. Voilà. C'est des gens qui, parce qu'on s'attaque à leur gourou, deviennent totalement timbrés, complètement fous. Alors, Tariq Ramadan n'a pas besoin d'ennemis. Ces pom-pom girls suffisent à le discréditer pour l'éternité. Parce que les commentaires genre ouais, mais Enda Eyari, c'est une pu, 2 points. Ah bon, parce que maintenant, donc il a le droit de coucher ou de violer une prostituée. Donc c'est logique, islamiquement c'est logique. Ok. Lucia Canovi a écrit un livre de 600 pages sur Tariq Ramadan que j'ai commencé à feuilleter.
et qui décrit exactement les mêmes témoignages sur lesquels je suis tombé, mais mot pour mot. D'ailleurs, elle me cite dans ce livre, parce que j'en ai parlé de tout ça, exactement mot pour mot. Et qu'est-ce qu'ils disent les internautes, les pom-pom girls de frère Tariq? C'est une folle, c'est une tarée, c'est une mortadda. Et ils l'ont sorti de la religion, ils l'ont sorti de tout, ils l'ont kafroha, ils l'ont, et PU, deux points. Donc, ce que vous reprochez à pour défendre votre gourou, vous faites exactement la même chose pour Lucia Canovi, qui est musulmane, mutahadjiba, pratiquante, etc. Donc, au lieu de lire son livre, mais ça vous le ferez jamais, parce qu'il faut être motivé, il faut travailler, il faut lire un livre de 600 pages, prendre des notes et faire une synthèse. Mais ça, vous ne pouvez pas le faire. Parce qu'en fait, quand vous tapez ces messages, en fait, vous êtes à la chicha en train de vous enfumer ou devant un film et vous faites ça sur votre smartphone. C'est du grand n'importe quoi. Dès le départ, à la base, c'est du grand n'importe quoi. Alors, on a vu les arguments. Vous êtes des jaloux, vous êtes des rageux. Ça, c'est du trollage, ça. Hein. C'est du trollage. Moi, j'aurais honte d'avoir des partisans de cet acabit-là. Moi-même, mes partisans, non partisans, dans le site collectif lelibepenseur.org, quand ils postent des messages positifs qui vont dans notre sens avec des insultes, on les bannit. On ne les supprime pas, hein, on les bannit. Parce que les voyous, les racailleux qui savent pas s'exprimer, moi, j'en veux pas. Ils ne m'intéressent pas. On ne fait pas dans la quantité, on essaie de faire dans la qualité. Alors on nous dit, oui, vous divisez la Oumma. La quoi? La Oumma, laquelle? Elle est où la Oumma? Je l'ai cherchée longtemps, je ne l'ai pas trouvée. Elle est où la Oumma? Dans les faits réels, dans le concret, dans le quotidien. Où est la Oumma islamique en France? Il n'y en a pas. C'est clair, il n'y en a pas. Et le peu qui existe, bien sûr, je ne m'adresse pas à tous les musulmans, n'allez pas me faire dire ce que je n'ai jamais dit. Il s'agit de Tariq Ramadan, il a une page Facebook avec 2 millions de likes, ce qui est énorme. Dans la sphère francophone, c'est gigantesque. En France, en Belgique et un peu en Suisse, c'est énorme. Ce qui lui donne quand même du crédit dans son travail. Parce qu'il a beaucoup de gens derrière lui. Donc, c'est pas tout le monde qui le suit, mais c'est quand même un gros pourcentage. Et ça, je vous garantis que c'est effrayant. C'est effrayant. Parce qu'ils sont extrêmement violents. Donc, quelle Oumma? Il n'y a pas de Oumma. Vous plaisantez ou quoi? Ça n'existe pas, la Oumma. Prenez la ville de Marseille, il y a 70 caves qui servent de mosquée. C'est tout. Et les seules grandes mosquées qui existent, celle des marchés aux puces, elle est juste au-dessus des poubelles. Et celle de la mosquée de la Caplette, qu'on appelle affectueusement la mosquée de la Carpette. Vous avez vu ce qu'il a fait Gaudin, Martine Vassal, le CRIF, ils étaient tous dedans. Il leur parlait du 11 septembre. On a fait un article là-dessus. Pour la fête de l'Aïd el-Kébir. Pour la fête de l'Aïd el-Kébir, au lieu de présenter ses vœux de bonheur, etc., il leur a fait une leçon de géopolitique et de terrorisme. Jean-Claude Gaudin. Et ils ont tous applaudi. C'est honteux. Enfin, on n'a jamais vu ça. C'est gravissime. Alors, elle est où, la communauté musulmane? Où? Ils sont où les chouyours? Les ulama, ils sont où? Il n'y en a pas. D'ailleurs, au passage, cette polémique, elle est franco-française, elle n'existe pas en Algérie, elle existe nulle part ailleurs. Tariq Ramadan, il n'a aucune existence dans ces pays-là. Parce que ça n'a pas de sens. Là-bas, il y a des vrais ulama, des vrais savants théologiens, qui répondent à toutes les questions. Hein? Donc, nous sommes en France, dans un pays où, sur Radio Maghreb, France Maghreb 2, il y a quelqu'un qui fait de la voyance et qui en appelle au djnoun, aux esprits, qui fait du spiritisme, qui s'appelle Axel, ou Axel de Paris, et que les musulmans, les maghrébins, ils l'appellent pour faire de la voyance, et après ils lui disent Inch'Allah, Inch'Allah, d'accord, Inch'Allah, bien sûr, Inch'Allah, ça va se réaliser. C'est de la schizophrénie, c'est de la folie, là, on nage dans la pure folie. C'est gravissime. D'ailleurs, le cas d'Enda Ayari est extrêmement parlant et
vraiment, il correspond parfaitement il illustre parfaitement le propos. Elle est passée du salafisme le plus rigoriste avec le niqab et tout bidule, à la laïciste intégriste, comment on appelle ça, défendue par un avocat sioniste. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Vous vous rendez compte la légèreté, la fragilité de la personne. C'est bon. J'ai quelques informations sur cette personne à Marseille, notamment c'était à l'époque de l'affaire Bourarache. Voilà, je n'accorde pas trop de crédit à Enda Ayari, c'est clair. Par contre, on n'a pas le droit pour autant de la violer ou de la violenter ou quoi que ce soit. D'accord? C'est deux trucs différents. Ça n'a strictement rien à voir. On n'a pas le droit de voler un voleur. Hein? Par exemple. C'est pas parce que le type est un voleur que vous avez le droit. Non, il faut qu'il soit jugé. Voilà, on n'a pas le droit de... C'est tout. Donc ça n'a strictement rien à voir avec la choucroute. Et en fait, c'est là où vous remarquez, et j'en ai connu quelques exemples comme ça. Hein. Donc ça passe d'un extrême à l'autre. Ça, c'est extrêmement malsain. Et c'est un petit peu à l'image de la communauté musulmane et de ces néo-musulmans ramadaniens. C'est du vide, il n'y a pas grand-chose. Alors on nous explique qu'il dérange le système et que c'est les sionistes qui l'attaquent. C'est faux. D'ailleurs, il y a eu même un grossier montage photo, comme quoi les ventes du livre de Enda Ayari, 5% iraient à Europe Israël, ce qui est totalement faux. Ça s'appelle ils font ce qu'ils veulent d'ailleurs, c'est leur site. Donc s'ils font la pub d'un livre et qu'ils décident d'offrir un pourcentage, bon ben c'est leur droit. Et ça n'a strictement rien à voir avec Enda Ayari. Donc, et dire que c'est les sionistes qui l'attaquent, c'est complètement stupide. Parce que quand Polanski il est attaqué, c'est un juif. Quand DSK il l'a foutu en prison. C'est un juif sioniste redoutable. Quand Polanski, DSK, il y a qui d'autre? Weinstein. Quand Hervé Weinstein, ils sont en train d'essuyer le parterre avec lui. Le type, c'est quand même un juif ultra puissant. Donc, c'est qui a fait ça? C'est les musulmans qui l'ont fait tomber. Ben non. Donc, arrêtez de trouver des excuses bidons comme ça. C'est pas sérieux intellectuellement. Et c'est malsain. Si les sionistes sont contents de ce qui arrive à Tariq Ramadan, eh bien, grand bien leur fasse. C'est normal, c'est leur ennemi, soi-disant. Soi-disant leur ennemi, en fait, c'est totalement faux. Donc, on ne va pas leur reprocher de surfer sur la vague, ça n'a aucun sens. Quand Hervé Weinstein, DSK, Polanski tombent, nous, on est content que des voyous de la sorte puissent goûter à la justice. Donc, pourtant, c'est pas nous les commanditaires. Donc ça, c'est faux. Et il ne faut pas mentir, il ne faut pas dire des choses pareilles. Donc, parce que Caroline Fourest s'émerveille de ce truc, elle est toute contente, donc c'est faux. C'est quoi le rapport intellectuel? Aucun. Donc, qu'est-ce que je voulais dire aussi d'autre? Donc, franchement, c'est du pur tribalisme. Voilà, c'est du pur tribalisme. Et c'est extrêmement malsain. C'est du pur tribalisme. Ce que vous reprochez aux juifs communautaires, quand ils défendent, quand ils sont tous sortis, Jean-François Kahn, Jack Lang, Daniel Cohn-Bendit, Bernard-Henri Lévy, Alain Finkielkraut, Elisabeth Lévy, quand ils sont tous sortis défendre comme un seul homme, DSK ou Polanski, en racontant des mensonges, etc., on se disait, oh là là, comme c'est pas beau tout ça, ouh là là, ce tribalisme, comme c'est laid, comme c'est... eh bien, vous faites exactement la même chose. Et du coup, le sectarisme et le tribalisme ne concernent pas, n'est pas spécifique à une ethnie, une religion, une caste. C'est humain, voilà. Par contre, c'est excessivement laid et ça vous enlève le droit de critiquer dans un futur proche les gens. Ouais, j'ai ramené même un livre, vous vous rappelez peut-être pas, mais j'ai écrit un livre sur Pierre Bélanger, La dérive Skyrock, Danse avec Bélanger. C'est quand il était tombé pour corruption de mineurs, concernant une fille de 17 ans qu'il a fait, il a violé quasiment, mais avec sa sœur, avec laquelle il pratiquait de la sorcellerie, des bains de sang de cochon, des rituels dans sa secte Alcyon, avec Claude Deplace, l'ex-voyant de Skyrock, qui a quitté Skyrock depuis 2 ans, 1 an, 2 ans, etc., etc. Donc quand on dénonce
les turpitudes sexuelles et sataniques du patron de Skyrock, ça ne vous dérange pas. Vous trouvez ça très bien, puisque Skyrock avec le rap est en train de détruire la jeunesse, etc. D'ailleurs, j'aimerais poser une question. D'ailleurs, on y vient. On y vient. Skyrock, Tariq Ramadan, vous l'avez déjà entendu critiquer le rap? La dépravation des clips avec des femmes toutes nues sur lesquelles on jette du champagne, des billets, etc. Qu'on parle des maghrébines comme des prostituées. Il y a eu des polémiques énormes là-dessus. Vous l'avez déjà entendu critiquer Skyrock, Tariq Ramadan? Non, jamais. C'est normal ça pour un prédicateur? Alors qu'on sait le mal que ça fait dans la tête des jeunes, on le sait, hein? Pas, jamais, jamais. D'ailleurs, je vous invite à réfléchir une seconde sur quel est l'apport intellectuel, quel est le combat réel de Tariq Ramadan dans la société et dont vous vous souvenez en fait. Moi j'ai du mal, hein, j'ai du mal. Il fait des livres totalement abscons avec Edgar Morin, j'y reviendrai, fait des trucs complètement stupides. Il va nous parler, l'autre en soi, il va nous parler du philosophe chasseur, enfin, des trucs complètement absurdes qui ne font pas partie du tout du jargon religieux, absolument pas. Je ne sais pas pourquoi. Et donc je vous invite à me dire à quoi ça sert tout ça. Donc bon, alors on nous explique, bon, moi je veux faire le buzz sur le dos de Tariq Ramadan, d'accord. Je veux gagner de l'argent sur son dos, c'est ce qu'on a dit pour Enda Ayari pour son livre qui est sorti il y a 1 an. Hein. Un livre qui est sorti il y a 1 an, il est mort le livre, il n'existe plus. Hein. C'est complètement stupide. D'ailleurs, on a remarqué aussi un truc très curieux. Je fais un article, en quelques heures, il y a 200 commentaires de trolls qui n'ont jamais commenté sur notre page et qui n'ont jamais commenté les articles de Lotfi Hadjiat, du professeur Pierre d'Ortiguier, de Pierre-Yves Lenoble, du bouc émissaire, etc., etc. Nous avons plusieurs intervenants sur le site. Ils ne commentent pas les vidéos de Skadi, enfin, rien. Par contre, dès qu'il s'agit de Tariq Ramadan, et d'ailleurs, j'ai remarqué aussi un truc, dès qu'il s'agit du conflit marocain-algérien, enfin, il n'y a pas de conflit, mais vous savez de quoi je parle, de la sortie complètement stupide de l'actuel ministre des Affaires étrangères Msahel sur le Maroc. Et bon, il y a tout de suite des centaines de commentaires. C'est-à-dire que pour la haine, les insultes, des haters en fait, les Américains, ils ont trouvé des haineux en fait, c'est vraiment des haineux. Ça, tout de suite, ils commentent. Mais par contre, pour commenter des trucs, des articles de philosophie, des articles puissants, importants, qui les touchent directement, vaccination, santé, économie, il n'y a plus personne. Le niveau, il n'y a plus personne. C'est quand même très curieux. Après, concernant l'argument, ils veulent diviser les musulmans, ils veulent détruire l'islam. Ah bon? Parce que Tariq Ramadan, c'est l'islam? Alors, certes, il porte le nom du 3e pilier, le Ramadan, mais c'est tout, ça s'arrête là. Hein. Tariq Ramadan ne représente pas l'islam. Tariq Ramadan, demain, il meurt. Ça ne changera strictement rien. Peut-être ça fera du bien à la communauté. Demain, je meurs. Demain, un grand Cheikh Chouyour qui décède. L'islam continuera selon la volonté des hommes. C'est quoi le rapport avec... Ils veulent détruire, ils veulent salir l'islam. Au contraire, si les musulmans réagissent avec dignité en suivant les préceptes islamiques, c'est-à-dire combattre le mal et ordonner le bien, hein, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ça, c'est un commandement divin, c'est une obligation. D'ailleurs, c'est un ordre. Hein. Umur bil ma'ruf, c'est fais le bien et combat le mal, interdit le mal. Donc ça, c'est un commandement divin qu'il faut appliquer. Ok? Bon. Donc, revenons maintenant sur Tariq Ramadan rapidement, et c'est son dernier parcours politico-intellectuel, ces 6-7 dernières années. Vous vous rappelez de la JRE et du gender, la théorie du genre, Farida Belgoul, etc. Vous vous rappelez que chez Bourdin, Tariq Ramadan avait fustigé le mouvement des JRE, la journée de retrait de l'école. Il a pris le parti du système. Bon,
qu'on ne dise pas, d'ailleurs il est invité tout le temps, hein, il est très régulièrement invité à la radio, à la télé, etc. Donc je ne vois pas comment il peut être anti-système. Un anti-système, il passera jamais à la télé. Jamais. Ok? C'est intégré dans le cerveau des gens. Est-ce que vous êtes conscient qu'il est pour l'euthanasie et l'avortement? Tariq Ramadan est pour l'euthanasie et l'avortement. Pourtant, on connaît les raisons, les dérives actuelles de l'euthanasie en Belgique. Actuellement, ils sont en train de tuer des fous. Donc là, ils sont en train de tuer des malades mentaux. Les vieux, pour accélérer l'héritage, ils vont se faire euthanasier. C'est déjà arrivé aujourd'hui en Belgique. Ça fait 15 ans que c'est pratiqué en Belgique. Il y a eu des rapports scandaleux. C'est plus une dérive, c'est criminel. Hein, bon, l'avortement, j'en parle même pas. Bon, il a accepté de débattre chez Christophe Andelat sur numéro 23 avec un imam homosexuel. Un imam homosexuel. Il a accepté de débattre avec un imam homosexuel. Ça fait mal à la tête. Ça fait mal à la tête. Comme je le disais, jamais un mot sur le rap. Jamais. Jamais. En fait, il devrait y avoir une campagne violente, des conférences sur tout le territoire pour combattre ça. Rien, ou nada. Il ne veut pas perdre un segment de marché, certainement. Jamais un mot, jamais sur la franc-maçonnerie. Jamais. C'est extraordinaire. D'ailleurs, il accepte même de débattre avec des pontes de la maçonnerie belge à l'Université libre de Bruxelles, à l'ULB. Il accepte de débattre avec des francs-maçons, sans jamais parler d'ailleurs de la maçonnerie, de la problématique maçonnique. D'ailleurs, c'est très curieux, mais on ne peut pas faire l'impasse sur la proximité acronymique des francs-maçons et des frères musulmans. Ce qui nous ramènera d'ailleurs vers son grand-père, Hassan el-Banna, et la franc-maçonnerie, puisque c'était tous des frères musulmans, et ils viennent de la franc-maçonnerie, puisque leurs idéologues étaient Jamal Din al-Afghani, Mohamed Abdou, le recteur de la mosquée d'Al-Azhar au Caire, etc. Bon, il va même écrire 2 livres avec le sabbataïste Edgar Morin. Sabbataïste. Il se dit sabbataïste néo-maran de Salonique. Et j'ai fait un article là-dessus dans son livre Culture et barbarie européenne, pages 44 et 45. Vous allez le trouver sur mon site internet, sur le site lelibepenseur.org, Culture et barbarie européenne, où il nous explique il parle de Sabbatai Zevi. Il serait intéressant aussi d'évoquer un phénomène apparu dans l'Empire ottoman et qui relève du post-maranisme, le mouvement messianique de Sabbatai Zevi. Après s'être présenté comme un nouveau messie, Sabbatai Zevi avait fini par se convertir à l'islam. Ses disciples ont secrètement maintenu le culte de ce messie juif, tout en devenant officiellement musulmans. On donnait à ces apostats le nom de Donmé, ceux qui se sont retournés. Il était assez influent à Istanbul au XIXe siècle. Ils ont créé des écoles laïques. Dans ces écoles se sont formés les officiers jeunes turcs de Mustafa Kemal, qui devait lui-même instituer la laïcité dans les années 20. Cet épisode montre aussi que les détours de l'histoire sont tout à fait curieux, mais surtout met de nouveau en avant la vertu émancipatrice de l'esprit maran. Les sabbatéens, en se détournant de la loi juive et adoptant un islamisme de surface, se libéraient à la fois de l'un et de l'autre. C'est pourquoi on peut les inscrire dans le mouvement de l'humanisme européen. Cette tradition de l'humanisme européen, sa part d'autocritique s'exprime très bien dans les lettres persanes de Montesquieu, blablabla. En fait, le mec, il est tout content de nous expliquer que c'est super bien, la chute du califat, c'est très islamique tout ça d'ailleurs, hein. C'est très très islamique. Je vous signale que les mecs, ils ont tué plein de gens sur la place publique parce qu'ils mettaient le tarbouche, ils ne voulaient pas mettre le chapeau européen, c'est tout. Ils ont transformé l'alphabet en européen. Enfin, c'est des cinglés, les sabbataïstes, les jeunes turcs et la révolution turque. C'est des malades mentaux, d'une extrême violence au même titre que la révolution française, etc. Coupage de tête, assassinat de masse, etc., etc. Et ils trouvent ça normal, ils trouvent ça génial. Bravo, bravo. Ça, c'est votre gourou Tariq Ramadan qui discuta et écrit des livres avec Edgar Morin. Mais comme Edgar Morin est soi-disant un grand philosophe, il est trop content, ça lui donne du crédit, on va faire croire que c'est un grand intellectuel. Bref, je continue. Il y a un signe qui est très très intéressant, et là j'ai bientôt fini, hein. Il me reste encore peut-être 7-8 minutes. Un signe très intéressant concernant Tariq Ramadan, qui, pour revenir à l'affaire de mœurs qui nous concerne, c'est
quelque chose qui pour moi est extrêmement choquant pour un type, quelqu'un de religieux. C'est sa greffe capillaire. C'est-à-dire qu'il a fait une greffe de cheveux à un âge avancé pour minimiser sa calvitie. On l'a démontré sur notre site avec les photos avant et après. Et ça vous donne une idée extrêmement importante sur l'état d'esprit du bonhomme. On est dans un rapport de séduction. D'ailleurs, vous verrez, il y a plusieurs photos de lui où il fait le penseur comme ça, il fait ça. Donc ça, c'est des séances photos avec des photographes professionnels. Ça n'existe pas chez les ulama et les chouyours. Il n'y a aucun shir. Vous voulez le photographier comme ça avec du monde, en conférence, il n'y a pas de problème. Mais il ne va pas poser avec un fond derrière chez un photographe. Ça n'existe pas. D'accord? Donc, c'est ça qu'il faut penser. C'est ça qu'il faut dire pour parler bien et parler utile. Maintenant, revenons au fond du sujet, à l'origine de Tariq Ramadan. Tariq Ramadan vient de la confrérie des frères musulmans. Ça, c'est un fait. Il a toujours participé à l'UOIF et au Salon du Bourget, etc. Salon du Bourget qui est tenu par les frères musulmans. Hein, tous, l'Asfar, toute la clique, ce sont des frères musulmans. Ils ont été dénoncés comme tels par des ex-fréristes, etc., etc. On a les preuves, on a tout. Farid Abdelkrim, tout ça, il y a des témoignages lents, vidéos, écrits, il y a des livres qui ont été écrits là-dessus. Ça, c'est acté. Donc, c'est la même équipe. Le centre islamique de Genève, dont on dit que Tariq Ramadan est le directeur, avec son frère Hani Ramadan, etc., il vous suffit de lire ce livre. Une mosquée à Munich. Les nazis, la CIA et la montée des frères musulmans en Occident. Édition Jean-Claude Lattès par Ian Johnson. Donc là, vous avez des archives historiques, des archives officielles qui vous expliquent ce qui se passe. En fait, là, vous avez les frères musulmans avec le père de Tariq Ramadan ici à Washington. Je crois que c'est avec Eisenhower ou je ne sais plus quel président. Donc ces gens-là ont travaillé avec la CIA depuis le début, avec bien sûr le MI6, les services secrets anglais qu'on oublie souvent de citer alors qu'ils sont à la base de tout au Moyen-Orient. Et parce qu'il faut la CIA, la Bando, mais le MI6 c'est quand même plus important hein, au niveau politique, peut-être pas au niveau matériel parce que les Américains sont plus riches, plus puissants en nombre quantitativement, mais qualitativement, je suis désolé, c'est les Anglais les plus forts, les plus voyous. D'ailleurs, la Palestine, c'est Balfour, c'est l'Angleterre, c'est Rothschild, c'est l'Angleterre, c'est pas Washington. Donc les frères musulmans ont une idéologie qui vient donc de Jamal Din Afrani, qui est un sabataïste pur. Mohamed Abdou, c'est des gens qui appartenaient à la franc-maçonnerie, la loge Luxor, on les a. Tout ça est connu de tous, c'est archivé. Ils ont voyagé en France exactement comme tous les autres agents subversifs de la maçonnerie mondiale. Tous pareils, ils ont tous fait les mêmes parcours, Londres, Paris, Genève, etc., enfin, Munich, etc., etc. Tous, c'est systématique. Et il ne faisait pas la prière à Mohamed Abdou, certains disent que c'était un athée, et il a tenu quand même la faculté d'Al-Azhar. La faculté d'Al-Azhar, c'est quand même extraordinaire. Et ces gens-là, après on a Reda, après on a Hassan al-Banna, et après on a donc son père, c'était le beau-fils de Hassan al-Banna, et maintenant Hani et Tariq Ramadan. Donc maintenant, la question est simple, la question est très très simple. Que vient faire la maçonnerie dans une confrérie islamique? Sachant que les frères musulmans pratiquent un rituel maçonnique pur, avec initiation, et baya', c'est-à-dire allégeance et totale devant le Coran, et un flingue, un pistolet, comme les francs-maçons le font avec leur sabre, qu'ils le mettent sur la lame froide, sur le torse, etc. C'est quelque chose d'extrêmement puissant et qui n'a strictement rien à voir avec la religion. Voilà, ça n'a rien à voir avec la religion. Et c'est exactement les mêmes problématiques que l'on rencontre aujourd'hui. Donc ça n'a pas changé. Okay. Et maintenant, je vais vous raconter le scoop de la journée. Un joli scoop. Très, très joli scoop. Il y a eu exactement les mêmes histoires chez les frères musulmans il y a 72 ans, en 45. Par qui? Par le beau-frère de Hassan al-Banna.
Abd al-Hakim Abidine. Abd al-Hakim Abidine. Qu'est-ce qu'il a fait? Hassan al-Banna avait créé un mouvement de visite interfamiliale pour resserrer les liens familiaux, etc. Et Zine al-Abidine, Abd al-Hakim al-Abidine, a été accusé par 4 maris d'avoir dragué, voire avoir eu des rapports sexuels avec leurs épouses. Ça a fait un très gros scandale, d'ailleurs ça a divisé les frères musulmans en deux, il y a eu des scissions très graves, ça a fait la une de tous les journaux à l'époque. Et il y a eu une commission d'enquête sur cette affaire qui a recueilli tous les témoignages des plaignants et qui a été présidée par Ahmed Soukkari. Ahmed Soukkari, je vous donne tous les noms. Comme ça, il n'y a pas de souci, vous n'allez pas me dire que j'invente. Et ils ont recueilli les témoignages et le rapport était clair. Il était coupable et il fallait absolument être d'une extrême sévérité en l'excluant définitivement de la confrérie. Hassan al-Banna a refusé. Il a refusé Ahmed Soukkari, c'est le vrai fondateur des frères musulmans au départ. C'est l'historique, il est plus âgé que Hassan al-Banna. Et c'est un des vrais fondateurs selon l'article que j'ai lu en arabe dans la journal Al-Arabiya, qui est un journal saoudien apparemment. Et donc il a nié le travail, le résultat de cette commission d'enquête concernant les frasques sexuelles de son beau-frère, qui était marié à la sœur de Hassan al-Banna. Et il a même fait une autre commission, annulant tout ça, et il a même exclu des frères Ahmed Soukkari, son bras droit, quoi, l'historique. C'est tout. Il y a eu des dizaines et des dizaines de courriers qui ont dénoncé les turpitudes de Abd al-Hakim al-Abidine et de Hassan al-Banna. Alors qu'il disait quoi? Qu'il disait c'est un complot pour le déstabiliser. Toujours les mêmes histoires débiles. Toujours les mêmes histoires débiles. C'est-à-dire, vous avez des témoins qui vous racontent des choses. On prend les témoignages. Et c'est ce que je suis en train de vous dire d'ailleurs. C'est que même si demain Tariq Ramadan est condamné, même si on ramène des photos, vous direz que non, c'est un complot des sionistes. Tariq Ramadan, il a le même langage que les sionistes. Et il a exactement la même politique à long terme concernant l'islam que les sionistes. C'est-à-dire ils veulent laïciser, séculariser l'islam, tout simplement. Ça c'est une réalité, c'est une vérité. D'ailleurs, la réforme radicale, c'est le titre d'un de ses livres, la réforme radicale, c'est-à-dire changer l'islam à la racine radicale. Hein? La racine de radical, c'est racine, c'est-à-dire tout, les fondements, les fondations. Donc tout ceci nous fait doucement ricaner, nous fait doucement marrer. Certes, là, il n'y a aucun souci, on respecte la présomption d'innocence. Moi, personnellement, j'aurais aimé que les autres personnes témoignent, sauf que malheureusement, selon leurs témoignages, ces jeunes femmes ont échangé des photos coquines. Donc ces photos coquines éventuellement risqueraient de se retrouver sur le net et ça détruirait des vies. Donc elles se cachent. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie, c'est difficile, on les comprend. Une chose est certaine, laissons la justice faire son travail. Tariq Ramadan est une escroquerie intellectuelle, il n'a strictement rien à voir avec l'islam. Ce n'est pas un musulman dans le sens islamique, il peut dire, moi je m'en fous, moi je fais pas du takfir, je le sors pas, je vais rien lui demander, je vais pas le condamner, je pousse pas au meurtre, c'est pas mon problème. Moi je parle je m'en fous, c'est lakum dinukum waliya dini, hein. Chacun sa religion et chacun fait ce qu'il veut. Par contre, il faut pas venir m'expliquer qu'on joue au foot avec les mains. Ça c'est pas vrai. C'est pas vrai. On ne joue pas au foot avec les mains. Et que l'on me dise, voilà, ça n'a pas de sens. Quand l'islam, c'est ce qu'il est depuis 14 siècles, et il ne changera pas. Celui qui le changera nous trouvera sur son chemin. Voilà, c'est tout. Donc je vous invite à vous renseigner, à lire les livres, lire le livre de Lucia Canovi, qui est disponible sur Internet, je crois, pour 19 € et quelques, 600 pages, c'est pas cher payé. Hein, franchement, c'est pas cher payé. Ou si vous voulez pas l'acheter, achetez ces livres.
à Tariq Ramadan et lisez-les. Et vous verrez ce qu'il en est. Alors je sais, c'est toujours pareil. Au début, c'est comme ça. C'est comme avec la secte Égalité-Réconciliation. Au début, les trolls, ils sont hyper virulents. Après, petit à petit, ils se réveillent. Petit à petit, ils se réveillent parce qu'ils sentent la patate, ils voient l'arnaque, ils voient qu'il y a quelque chose qui cloche. Et on en a de moins en moins. On le voit, hein, le mouvement s'essouffle. Mais il faut compter 2-3 ans. Voilà, c'est toujours comme ça. C'est le sort, c'est comme ça. C'est les gourous, c'est quelque chose de très puissant et ça se comprend. Parce qu'il y en a plein qui sont revenus à l'islam grâce à Tariq Ramadan. Du coup, ils ont une dette envers lui, sauf que non. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. L'islam, il ne dépend de personne. L'islam ne dépend pas d'un être humain. Si l'être humain a fauté, c'est son problème. Voilà. S'il est vertueux, c'est très bien, c'est pas la question. L'islam, ce sont des textes précis, puissants, qui disent ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire dans sa vie au quotidien. Ça n'a strictement rien à voir avec les dérives, ça n'a aucun sens de dire ça. Voilà, je crois que j'ai fini ce que j'avais à dire. Laissons la justice faire son travail. On y reviendra de toute façon. On traitera de cette actualité comme du reste de l'actualité d'ailleurs. Hein, quand on critique, quand on traite quand on fait une veille média sur Harvey Weinstein, personne ne nous dit qu'on veut faire le buzz ou faire de l'argent sur son dos. Donc je ne vois pas pourquoi ce serait le cas aujourd'hui quand on critique Tariq Ramadan. Donc voilà, j'espère avoir été clair, avoir amené des informations utiles à la compréhension et je veux juste une chose, que les gens commencent à réfléchir calmement, doucement, avec bienveillance, c'est-à-dire, je sais pas, merci, bonjour, au revoir, voilà ce que je pense, sans utiliser les grossièretés, sans utiliser les gros mots. Parce que franchement, en plus les gens nous observent. Hein. J'ai un ami français de souche, français chrétien, pas tout à fait chrétien mais croyant, mais pas musulman. Il est choqué par ce tribalisme. Hein. Ils sont extrêmement choqués. C'est pas beau à voir. On ne défend pas n'importe quelle cause, ou sinon, on reste, quand on ne sait rien, on reste neutre. C'est vrai, ce serait plus logique. Moi, j'ai le droit de m'exprimer parce que j'ai beaucoup travaillé sur cette question, j'ai recueilli beaucoup de témoignages, on a écrit beaucoup d'articles sur le site, etc. Donc, on a une certaine utilité, légitimité. On vous ramène des informations inédites que personne ne connaît. Donc, il y a une utilité à tout ça. Donc, maintenant, chacun fait ce qu'il veut, chacun répondra de ses faits et gestes devant l'Éternel. Donc, merci pour votre attention.